Bonjour à tous et bienvenue sur Cours en ligne. Dans cette vidéo, donc là, on attaque la partie routage. Donc nous allons commencer la partie consacrée au routage réseau. Nous verrons rapidement le concept du routage sans entrer vraiment dans les détails le plus approfondis de chaque protocole. Donc l'objectif est surtout comprendre les différences entre différents protocoles de routage et d'aborder le routage étape par étape. Donc cette partie, elle est théorique, hein. Donc, et elle est vraiment indispensable avant de passer à la partie pratique, car une bonne compréhension théorique facilite énormément la configuration et le dépannage. Donc on doit vraiment comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Avant de commencer, je vous recommande vivement de regarder la série précédente, Introduction au réseau informatique. Donc vous allez trouver un cours sur la chaîne afin de bien maîtriser les bases nécessaires. Donc parce que là, dans cette partie, on ne va pas revenir parler des adresses IP, des DHCP, DNS, des binaires, on ne va pas parler de ça. Donc on va parler uniquement du routage et après cette partie-là, on va attaquer le switching. Donc la partie Introduction au réseau informatique, le premier cours, il est indispensable pour faire tout ça et afin de bien maîtriser les bases nécessaires. Donc merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Donc cela m'encourage énormément à continuer à produire ce type de contenu. Donc là, on commence le cours, comme vous voyez sur l'écran. Routeur. Alors le routeur, comme écrit ici, donc il assure principalement deux fonctions essentielles. C'est quoi? C'est déterminer le meilleur chemin vers les réseaux disponibles. Donc c'est comme un Google Maps, donc il va choisir le meilleur chemin pour aller à un réseau. Et après, il achemine les paquets vers ces réseaux-là. Donc un routeur, lui, donc, il est connecté à un réseau 1 et réseau 2. Réseau 2. Donc, un routeur, il est connecté à différents réseaux. Donc, ces réseaux-là, par exemple, on a un switch ici et des PC connectés. Le réseau, c'est 192.168.1.0.24. C'est le premier réseau. Par exemple, ici, on a 10, 10, 1, 0, 24, par exemple. D'accord? Donc là, pour ces personnes-là, ils communiquent avec ces personnes-là. Donc, c'est obligé qu'on passe par ce routeur-là. Donc, lui, il sait qu'il a ce réseau-là connecté à lui. Donc, il connaît ce réseau-là 10, 10, 1, 0, le réseau 2. Donc, il va acheminer les paquets sans problème. Et là, si on parle de déterminer le meilleur chemin vers les réseaux disponibles, parce que ça, c'est un réseau très simple. Si on a un autre ici, réseau 3, et on a un autre routeur ici, par exemple, comme ça, et on a un réseau 4 ici. Réseau 4, par exemple, ici 10, 10, 8, 0, 24, par exemple. Et ces personnes-là, ici, ils veulent discuter avec réseau 4. Donc là, ça va passer par là, et ça va passer par là, et on atteint le réseau numéro 4. Donc ce routeur-là, quand il reçoit les paquets ici, bah, c'est lui qui va déterminer le meilleur chemin. Par exemple, on peut avoir une autre connexion à ce réseau-là, avec un autre routeur ici, par exemple. Et nous avons un réseau 5. Et ce même routeur, il est connecté à un autre, réseau 6. Et on a un autre réseau 4 ici. C'est-à-dire, ce routeur-là, lui, le premier, celui-ci, lui. Si on part par là, ici, pour atteindre ce réseau-là, 4, bah, lui, il va déterminer le meilleur chemin. Est-ce qu'il fait, il va là, là et là, ou il va uniquement à ce routeur-là et il part au réseau 4. Donc c'est à lui, il y a plusieurs facteurs pour déterminer le meilleur chemin. Là on voit, par exemple, visiblement c'est plus long de passer comme ça, mais après on ne sait pas, si on a un lien 10 mégas ici, et on a 1 giga ici, 1 giga ici, 1 giga ici, bah
Il y a des protocoles de routage qui vont choisir ce chemin-là au lieu de celui-ci. Il y a d'autres qui préfèrent le nombre minimum de sauts pour passer par là, par exemple. Donc là, on va voir ça plus loin dans les protocoles de routage. Donc, et la deuxième fonction, c'est acheminer les trafics. Donc, lui, il a déjà choisi son chemin. Et là, il va acheminer les paquets. Donc, il a fait la sélection du chemin. Après, il va envoyer le trafic. On passe à la deuxième partie. Donc, on parlait d'un routeur. Donc, si on parle d'un routeur, donc c'est le routage. Et comme on voit sur le slide, le routage consiste à diriger les données à travers un réseau en choisissant le chemin le plus approprié pour atteindre la destination. Donc ce mécanisme-là, c'est lui qui va choisir le chemin le plus approprié pour atteindre la destination finale. Par exemple, on a un routeur 1 ici, 2, 3, 4. Il y en a un autre ici, comme ça par exemple. Et là, on part par ici. On a un chemin comme ça. D'accord? Il y en a un autre ici, par exemple. Comme ça. Donc là, si on part d'ici, réseau 1, on arrive à réseau 2, par exemple. Et là, on a des routeurs au milieu. D'accord? Donc, ce routeur-là, il va choisir déjà, il va passer par là, déjà, ou par là. Il a plusieurs critères selon le protocole configuré dessus pour choisir le bon chemin à atteindre la destination. Là, on va parler de la prochaine partie, et c'est les routes connectées. Donc, si on lit bien le slide, les routes connectées, c'est quoi? Ce sont les routes automatiquement ajoutées à la table du routage d'un routeur lorsque une interface est configurée avec une adresse IP et elle est active. C'est quoi ça? En fait, un routeur, il a une table de routage. Donc, il dit quoi? Par exemple, il est connecté à un réseau 1 ici. Ici, il y a un réseau 2. Ici, il y a un réseau 3. Donc, sur la table de routage, il a quoi? Il a réseau 1, réseau 2. Il les connaît parce que réseau 3, il les détecte automatiquement. Ils sont directement ajoutés, ces routes connectées. Donc, il dit, moi, je sais, pour aller au réseau numéro 1, celui-ci, d'accord? Bah, je dois passer par l'interface Ethernet 0. Ici, c'est Ethernet 1. Et ici, 2, par exemple. Donc, il dit, pour aller au réseau 1, je dois passer par ET0. Réseau 2, ET1. Et réseau 3, Ethernet 2. Donc, quand tu reçois ici quelque chose qui correspond au réseau numéro 1, donc il va rediriger ça directement par l'interface, celle-ci, ET0. Ici, on reçoit du trafic de ET0, de réseau 1 à destination de réseau 3. Donc, ça arrive. Donc, le routeur, il va savoir que c'est le réseau 3. Il le connaît, il est directement connecté à lui. Et il sait, grâce à sa table de routage, si j'ai quelque chose pour réseau 3, je le redirige vers le Ethernet 0, 2. Donc cela, c'est des routes connectées. Là, on va voir autre chose. On passe à la partie suivante. Là, on parle du routage statique. Donc, lorsqu'un routeur reçoit un trafic destiné à un réseau auquel il n'est pas directement connecté, donc il doit savoir comment atteindre ce réseau afin de pouvoir acheminer les paquets. Là, tout à l'heure, on parlait de réseau connecté. Là, c'est pas connecté. Donc, pour cela, l'administrateur peut configurer une route statique vers la destination où le routeur peut apprendre cette route automatiquement à l'aide d'un protocole de routage. Donc là, on parle du statique. Par exemple, on a un routeur ici, le nôtre, le R1, d'accord, routeur 1. Et ici, on a réseau 1, réseau 2, d'accord. Et on a un autre routeur. On a ici un réseau 3, d'accord. Donc ce routeur-là, par exemple, il connaît que le réseau 1 et le réseau 2. Donc s'il reçoit quelque chose d'ici, par exemple,
il est connecté à un réseau 4 par exemple. S'il reçoit quelque chose ici, pour réseau 2 ou réseau 1, c'est-à-dire quelque chose d'ici qui part, et à destination de 1 ou 2, il va pouvoir acheminer les paquets sans problème. Par contre, s'il reçoit du trafic destiné à ce réseau-là, bah, il ne connaît pas comment y aller en fait. Il ne connaît pas comment partir là-bas. Donc on doit faire comment? On a ce routeur-là qui est déjà connecté au réseau 2. Et ce routeur-là, il le connaît en fait. Il est directement connecté. Donc ce réseau-là, on le connaît, on le maîtrise. Donc là, on va aller sur ce routeur et on va configurer une route statique. On va lui dire, pour aller au réseau 3, tu dois passer par cette interface-là. Par exemple, Ethernet 0. On va la mettre manuellement. Ethernet 0, donc lui, il va partir où? Il va partir à ce routeur-là, en fait. Et ce routeur-là, il connaît le réseau 3. Donc, si on sort là, par cette interface-là, et on arrive ici. Donc, c'est ce routeur-là qui va gérer le trafic. Et vu que le réseau 3, il lui est directement connecté, donc il va acheminer le trafic là-bas. Ça, c'est le routage statique. Mais on va voir plus tard le routage dynamique, comment ça va se passer automatiquement sans mettre ça à la main. Et aussi, on verra comment configurer une route statique dans les prochaines vidéos. Là, c'est théorie. Donc, je vais faire quoi? On va faire une vidéo, petite vidéo pour route connectée, petite vidéo pour route statique, routage statique. Et après, on va entrer dans les protocoles de routage dynamique qu'on va voir par la suite dans cette vidéo. Allez, on passe à la partie suivante. Donc, le routage dynamique est un mécanisme par lequel le routeur échange les routeurs, pas le routeur, échange automatiquement des informations de routage à l'aide du protocole de routage afin d'apprendre et de mettre à jour et de maintenir les routes vers les réseaux distants, pas directement connectés, sans intervention manuelle de l'administrateur. Comment ça se passe, le routage dynamique? J'ai mon routeur 1, j'ai mon routeur 2 et routeur 3. D'accord. Et j'ai par exemple routeur 4. Allez, on va faire comme ça. Là, ils sont connectés comme ça. Ils sont connectés comme ça. Et là, on a notre topologie. Ici, on a réseau 1, network 1, network 2, network 3, network 4, network 5, network 6, 7 et 8 par exemple. Là, on a beaucoup de réseaux. On va prendre un exemple de routeur numéro 1. C'est un routeur numéro 1, table de routage. Ici. D'accord, on va faire table de routage de 1. Donc, il va dire que moi, je connais le network 1, donc je passe par ET, blablabla. Il connaît aussi le network 2. Je passe par ET, blablabla, si je veux y aller. Je connais aussi le network numéro 7. Je passe par ET, blablabla. Je n'ai pas mis ici, mais vous avez compris, je pense. Ok, ça, c'est des routes connectées. Et si on a un routage dynamique, comment ça va se passer? En fait, le routeur 4, là, il est directement connecté au routeur 1. Bah, il va envoyer des informations au routeur 1. Il va lui dire, écoute mon ami, si tu veux atteindre le network 5, tu peux passer par moi. Donc il va mettre dans sa table de routage le routeur 1. Il connaît maintenant comment y aller au network 5. ET, celle-ci. Il passe par celle-là. D'accord? Cette interface-là. S'il veut le routeur 4, il va aussi lui dire, je connais aussi le network 6. Si tu veux, tu peux passer par moi. Donc il va mettre ça dans sa table de routage. Le routeur 3, il va parler au routeur 4, ils vont échanger des infos. Il va lui dire, écoute, si tu veux aller au N4, network numéro 4, tu peux passer par moi. Donc, lui, le routeur 4, il va rajouter aussi dans sa table de routage le N4 et il va aussi dire au routeur 1 que N4 aussi, tu peux passer par moi. Donc, vous imaginez ces échanges d'informations. Donc, on va avoir une visibilité globale de la topologie et ça va être plus facile. Parce que dans un réseau complexe, faire tout ça manuellement, c'est pas compliqué, c'est pas facile, pardon. Et en cas de coupure de lien, ben on ne sait pas, nous, si on a des routes statiques, on a mis ça, mais le lien est coupé, on ne sait pas vraiment
Par contre, routage dynamique, ça se met à jour automatiquement s'il y a une route qui est indisponible. Donc, elle va être supprimée de toutes les tables de routage parce que les routeurs ils vont s'échanger entre eux et la route elle va être enlevée parce qu'elle est plus disponible. Donc là, c'est ça le routage dynamique. On va le voir en détail plus loin. Et on passe à l'étape suivante. Donc pour le routage dynamique, il y a des protocoles du routage dynamique. Donc ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et selon le besoin, on choisit le protocole qui va bien pour nous. Donc là, il y a ce protocole-là. RIP, c'est quoi? C'est Routing Information Protocol. Donc il utilise le nombre de sauts, hop count, et possède une métrique maximale par défaut de 15. Métrique, on va voir tout à l'heure, et maximale par 15. C'est-à-dire s'il y a plus que 15 sauts, le paquet est perdu. C'est ça RIP. C'est-à-dire si on a 15 sauts, le paquet il est perdu. Il ne peut pas gérer plus que ça. Donc en raison de ces limitations en termes de scalability, il n'est pas généralement utilisé dans les réseaux de production. Donc on va voir quand même, voir comment le configurer. Et dans des petits réseaux, il va bien, il n'y a pas de souci. Par contre, dans des grands réseaux de production, c'est pas top. Ça, c'est le premier protocole qu'on va voir. Après, il y a EIGRP, donc Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. C'est Cisco, celui-ci. Il est propriétaire Cisco. Il marche que sur les devices Cisco. Donc il est très simple à maintenir, calcule le changement de routage très rapidement et sa métrique permet généralement de choisir automatiquement le meilleur chemin. Cependant, il est le plus souvent pris en charge uniquement par les routeurs Cisco parce que c'est propriétaire Cisco. Donc sa force, il calcule le changement de routage très rapidement. C'est quoi? C'est-à-dire si on a une topologie comme ça, par exemple, là, comme ça, et là, si cette route-là, elle tombe, les routeurs, tous les routeurs, ils sont au courant très rapidement. Et après, ils mettent à jour leur table de routage rapidement aussi pour rétablir le service. L'autre protocole, c'est OSPF, Open Short Path First. Permet généralement de sélectionner le meilleur chemin par défaut. Donc il s'agit d'un standard mondial ouvert, pris en charge par tous les routeurs du monde, tous les constructeurs. C'est aujourd'hui le protocole IGP le plus largement déployé, mais il est un peu plus complexe à administrer que GRP. IGP, c'est Interior Gateway Protocol. On va voir la différence tout à l'heure, ce que c'est. Et le dernier protocole qu'on va pas voir en détail, juste pour info, ISIS. Donc doit être configuré manuellement. Sinon, le protocole utilisera le nombre de sauts pour déterminer le meilleur chemin. Donc il y a beaucoup de... Ça, c'est plus utilisé dans les réseaux de fournisseurs de services ou des grandes organisations dans les réseaux MPLS. Donc on passe à la partie suivante. Alors on va parler rapidement de métrique. C'est un paramètre de routage en fait pour définir le chemin qu'on va prendre. Donc un routeur apprend généralement les routes vers une destination donnée à partir d'un seul protocole de routage. C'est-à-dire on va faire un réseau, on va dire là on va utiliser par exemple RIP, on va utiliser OSPF, on va utiliser IGRP. Par contre, lorsque plusieurs routes vers une même destination sont apprises via un protocole de routage, le routeur installe dans sa table de routage les chemins ayant la meilleure métrique. Donc RIP, comme on a vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est le nombre de sauts. Là, les différents protocoles de routage utilisent des méthodes différentes pour calculer la métrique. On dit métrique, mais chacun a sa sauce. Donc par exemple, pour ça j'ai mis des exemples pour qu'on comprenne bien. Avec RIP, par exemple, le chemin de ici A vers D a un nombre de sauts de 3. C'est-à-dire on fait 1, 2, 3. On passe par 3 routeurs. Tandis que le chemin ABD a un nombre de sauts de 2. Par exemple, on va faire A, B, D, c'est tout. On a 2 sauts là. Donc le chemin ABD sera donc préféré. Donc dans sa table de routage, il a 2 chemins pour une même destination. Le chemin qu'il va prioriser, qu'il va mettre dans sa table de routage, où il y a le moins de sauts possible. Ça, c'est RIP. OSPF, si le chemin
A, B, C a un coût de 60 et que le chemin A, B, D a un coût de 100, alors le chemin A, B, C, D sera utilisé. Donc OSPF, c'est plus sur la bande passante, c'est-à-dire il préfère les liens 1 giga par exemple à un lien 100 mégas. C'est ça. C'est-à-dire s'il a beaucoup de sauts ici, comme ça, là il y a 1, 2, 3, ici il y a 1, 2, 3, ici il y a notre routeur. D'accord? C'est-à-dire on va passer par là à là. Si ici on a un 10 mégabits seconde, ici on a 100 mégabits seconde et ici on a 100 mégabits seconde. Ici on a 1 gigabit seconde, 1 gigabit seconde, 1 gigabit seconde, 1 gigabit seconde. Donc OSPF, si on part de là, bah, il va préférer ce chemin à ce chemin-là. C'est ça. Donc la métrique, elle est plus calculée sur la bande passante. Donc il va faire son calcul, il va trouver 60 par exemple. Donc il va insérer dans la table de routage la route qui a moins de coûts. On passe à l'étape suivante. Un autre paramètre, c'est la distance administrative. Donc lorsque des chemins vers une même destination sont reçus à partir de différents protocoles de routage, donc là on ne peut plus comparer par des métriques parce que les métriques ce sont propres au protocole. Donc c'est lui qui calcule sa métrique pour en fait identifier le bon chemin. Par contre là, si on a des routes qui sont apprises par RIP et par exemple OSPF et EGRP, là on va plus utiliser quelque chose qu'on appelle distance administrative. Donc par exemple, un nombre de sauts RIP de 5 ne peut pas être comparé à un coût OSPF. C'est pas parce que métrique, c'est calculé autrement. Chacun a sa sauce, comment calculer son truc. Donc le routeur là doit utiliser une autre méthode pour choisir la meilleure route lorsqu'elle provient de protocoles différents. Cette méthode est la distance administrative, AD. Administrative Distance en anglais. Donc la distance administrative est une mesure de niveau de confiance accordé à un protocole de routage. C'est un niveau de confiance accordé à un protocole de routage. Si des routes vers une même destination sont reçues via différents protocoles de routage, le protocole ayant la meilleure distance administrative est choisi, la plus faible. Donc là, on va voir les valeurs sur quoi on va se baser. On passe à l'étape suivante. Donc là, si on a, par exemple, une route connectée, donc la administrative distance, elle est de 0. C'est la minimum. Donc on fait vraiment confiance parce que nous sommes connectés directement. Si c'est une route statique, elle est priorisée de deuxième niveau. Donc le premier niveau, une route connectée. Deuxième niveau, une route statique. Troisième niveau, eBGP. Ça, c'est un protocole, en fait, qu'on va voir après, mais ce n'est pas un protocole intérieur, extérieur. Après, pour Cisco, il va, si il a une route qu'il a appris via la même route vers même destination, il a appris avec EIGRP et OSPF, donc il va prioriser EIGRP à OSPF. Après, il va mettre OSPF en 5e position, ISCS en 6e position et RIP en 7e position. Donc là, si on a appris par exemple une route vers une destination via OSPF et RIP, bah, la route qu'on va mettre, c'est celle qu'on a appris via OSPF parce qu'il a une administrative distance, elle est plus faible que 120. Donc on va mettre celle-là. Si on a pris avec UGRP, bah, on va mettre UGRP parce que on a 90 d'administrative distance. On passe à l'étape suivante. Donc pour comprendre, la distance administrative est utilisée pour choisir entre plusieurs chemins appris via différents protocoles de routage et la métrique est utilisée pour choisir entre plusieurs chemins appris via le même protocole. Donc celui qui a la métrique plus faible, on va l'insérer. Et là, celui qui a la distance administrative la plus faible, on va l'insérer dans la table de routage. Donc la distance administrative est prise en compte en premier afin de sélectionner le protocole de routage le plus fiable. Ensuite, la métrique est utilisée pour choisir le meilleur chemin à installer dans la table de routage au sein du même protocole. Exemple,
un routeur reçoit plusieurs routes vers le réseau, celui-ci, via OSPF et RIP. D'accord? Lorsque des routes vers une même destination sont reçues à partir de plusieurs protocoles de routage, la distance administrative est examinée en premier. Donc là, on va faire quoi? On va préférer OSPF. Donc OSPF ayant une meilleure distance administrative que RIP, donc les routes RIP sont rejetées et on insère le OSPF dans notre table de routage. On passe à l'étape suivante. Donc là, on va parler rapidement des types de protocoles de routage. Ils sont classés en gros en deux parties. Comme on a vu tout à l'heure, IGP, je vous ai dit, on verra plus tard, et EGP. D'accord? Donc ça, c'est un peu un niveau un peu plus poussé pour parler de EGP, mais c'est bien de connaître. IGP, c'est Interior Gateway Protocol, et EGP, c'est Exterior Gateway Protocol. C'est quoi en gros? C'est les protocoles qu'on a vus tout à l'heure, OSPF, RIP, UIGRP, ISCS. Ça, c'est du routage au sein d'une organisation, d'une entreprise. C'est-à-dire là, par exemple, on a notre entreprise ici, et là, on va utiliser des protocoles IGP intérieurs. Par contre, si on va sortir sur Internet et communiquer avec autre IGP, là, le routage qui va être ici, ça va être BGP, EGP. Pourquoi j'ai dit BGP? Parce que le protocole utilisé pour EGP, c'est BGP, Border Gateway Protocol. C'est lui. Donc, il va connecter plusieurs IGP. Donc, c'est le EGP. C'est vraiment complexe, mais vous allez comprendre plus tard. Donc, les protocoles de passerelle intérieure sont utilisés pour le routage au sein d'une organisation, et ceux-là, extérieurs, utilisés pour le routage entre différentes organisations via Internet. Donc, comme j'ai dit ici, il y a plusieurs IGP, d'accord, une ici, une ici, une ici, une ici, et le routage entre elles, ça se fait avec EGP. Il y a un seul protocole maintenant utilisé aujourd'hui, c'est BGP. Donc, le seul protocole EGP utilisé aujourd'hui, c'est le Border Gateway Protocol. On passe à la partie suivante. Donc, protocole de passerelle intérieure, IGP. Donc, cela, on peut les diviser en deux grandes catégories. C'est protocole de routage à vecteur de distance et à état de lien. Donc, chaque protocole, il va utiliser un paramètre pour définir les routes qu'il va choisir et comment il va gérer la topologie. Donc, il y en a distance vector et les autres, c'est link state. Par exemple, OSPF, c'est link state. Préfère l'état de lien que la distance. On passe à l'étape suivante. Donc, comment ça marche pour vecteur de distance? Donc, dans les protocoles de vecteur de distance, chaque routeur envoie à ses voisins directement connectés la liste de tous les réseaux qu'il connaît, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, il est là, il est connecté là, 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 ici, et là, un routeur ici. Donc, ce routeur 1 là, il va envoyer les informations concernant les réseaux au routeur numéro 2. Il va tout envoyer. Il va lui dire, je connais réseau network 1, network 2 et network 3. Il va tout envoyer les infos à ce routeur-là. Donc, ce routeur-là, il sait que pour joindre 1.3, 1.2, 1.1, il doit passer par ici. Par contre, ces protocoles ne diffusent pas la topologie complète. C'est-à-dire, ce routeur 1, il va juste communiquer qu'il est connecté directement à ces réseaux-là. Parce qu'il peut recevoir, lui, ce routeur 1, à partir d'un routeur 3, il peut recevoir qui est pour joindre ces réseaux-là, il peut passer par lui, mais le routeur 1, il ne va pas communiquer ce qu'il a appris du routeur 3 au routeur 2. Il ne va pas lui dire. Ça, c'est le protocole vecteur de distance. Donc, le routeur, il connaît que ses voisins directement connectés, ainsi que les listes des réseaux qu'ils annoncent. Il ne dispose pas d'informations détaillées sur la topologie au-delà de ses voisins. On passe à l'étape suivante. Là, c'est le protocole de routage à état de lien. Donc, les protocoles à état de lien. Chaque routeur décrit sa propre identité ainsi que ses interfaces à ses voisins directement connectés. Donc, ces informations sont transmises de routeur en routeur sans être modifiées. Donc, chaque routeur obtient ainsi une vision complète du réseau, incluant tous les routeurs, leur interface et les connexions, contrairement au protocole vecteur de distance. On passe à l'étape suivante.
Juste un petit rappel, IGP, comme on a vu tout à l'heure, donc tous les protocoles IGP ont le même objectif, annoncer les routes à l'intérieur d'une organisation et déterminer les meilleurs chemins. Donc une organisation choisit généralement un seul protocole IGP au sein de l'organisation, c'est mieux pour la gestion. Donc si plusieurs protocoles IGP coexistent au sein d'une organisation, il est possible de redistribuer les informations de routage entre eux, mais toutefois cette pratique n'est pas très conseillée et doit être évitée autant que possible. Donc là, on arrive à la fin de cette section de démarrage pour le routage. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment la table de routage elle va évoluer avec les routes connectées. Après, on va créer des routes statiques. On va avoir RIP, OSPF. Et je ne sais pas vraiment si on pourra voir aussi EIGRP. Donc, je vous vois à la prochaine section et je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.